Elle se tenait sur mon paillasson, l'odeur de la pluie d'octobre accrochée à son manteau, et elle a prononcé les mots qui ont tout fait basculer. Sa voix était à peine un murmure, presque emporté par le courant d'air de l'escalier. « Je n'arrête pas de penser à vous depuis hier. Puis-je entrer ?» C'était Hélène. Une femme dont je ne connaissais même pas le nom il y a 5 minutes. Juste le visage que je n'arrivais pas à chasser de mes pensées. La lumière blafarde du couloir se reflétait dans ses cheveux humides, et pendant un instant, tout le bruit de Paris a disparu. Il n'y avait plus que son regard, posé sur moi, et cette question suspendue entre nous. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, dites-moi de quelle ville vous venez dans les commentaires. Parce que je ne sais toujours pas si ce que nous avons fait était une erreur. Et n'oubliez pas de vous abonner pour connaître la suite de notre histoire. Tout avait commencé la veille, dans le silence de mon atelier. Mon monde se résumait à ces quelques mètres carrés sous les toits de Paris, un 6e étage sans ascenseur, avec une vue imprenable sur les gouttières des voisins. L'odeur de la térébenthine et du café froid était imprégnée dans les murs, dans le bois du plancher qui craquait sous mes pas. Une toile blanche me fixait depuis son chevalet, vide, moqueuse. Elle était là depuis des jours, intacte. J'étais bloqué. Pas seulement dans ma peinture, mais dans ma vie. Chaque jour ressemblait au précédent. Le lever du soleil qui filtrait à travers la lucarne, les heures passées à fixer la toile, puis la nuit qui tombait, ramenant avec elle cette solitude familière, presque réconfortante dans sa constance. Le seul son était le bourdonnement faible et continu du petit frigo dans le coin, un compagnon fidèle dans ce silence assourdissant. C'est dans un petit café près de la Sorbonne que je l'avais vue pour la première fois. J'y étais allé pour fuir la toile blanche, pour sentir un semblant de vie autour de moi. Elle était assise seule près de la fenêtre, remuant un café qu'elle ne buvait pas. Elle ne lisait pas, ne regardait pas son téléphone. Elle observait juste la rue, les gens qui passaient. Mais son regard semblait traverser le verre perdu bien plus loin. Il y avait une élégance discrète en elle, dans la façon dont elle tenait sa tasse, dans la ligne de son cou. Mais c'était surtout la tristesse dans ses yeux qui m'avait frappé. Une mélancolie profonde, presque palpable, qui contrastait avec la finesse de ses traits. Elle semblait déplacée dans ce café bruyant et ordinaire, comme un oiseau rare égaré dans une volière de moineaux. Nos regards ne se sont jamais croisés. J'étais juste un autre client, et elle une image gravée dans ma mémoire. Le lendemain soir, la faim et la paresse m'ont poussé à faire ce que je faisais presque tous les soirs. J'ai commandé les mêmes nouilles sautées chez le traiteur asiatique du coin via une application. C'était mon rituel de solitude. Un repas bon marché livré dans un sac en papier qui finissait par sentir la sauce soja et le carton humide. Je n'attendais rien de plus qu'un peu de chaleur dans mon estomac et la fin d'une autre journée vide. La notification a vibré sur mon téléphone. Votre livreur est en bas. J'ai soupiré, posé mon pinceau et j'ai commencé à descendre les 6 étages. Le bruit de mes pas résonnait dans la cage d'escalier en colimaçon. Je n'ai pas pris la peine d'allumer la minuterie, connaissant chaque marche usée par cœur. En bas, dans le hall mal éclairé, une silhouette attendait, le dos tourné. Ce n'est que lorsqu'elle s'est retournée que mon cœur a manqué un battement. C'était elle, la femme du café. Ses yeux se sont écarquillés une fraction de seconde, trahissant la même reconnaissance stupéfaite que la mienne. Elle portait l'uniforme basique de la société de livraison, un polo un peu trop grand pour elle, mais cela ne parvenait pas à masquer cette aura de distinction que j'avais remarquée. Le sac en papier contenant mes nouilles était entre nous, un objet banal dans une situation qui devenait soudainement surréaliste. Le silence s'est installé, lourd, électrique. J'entendais le bruit de ma propre respiration, le goutte à goutte d'une fuite quelque part dans le bâtiment. Elle a esquissé un sourire nerveux, un mouvement à peine perceptible de ses lèvres. Je ne savais pas quoi dire. Remercier, prendre le sac et fermer la porte me semblait soudainement impossible, comme si c'était un acte d'une impolitesse flagrante. Elle était là, sur le pas de ma porte, et l'univers semblait retenir son souffle. Elle a tendu le sac, ses doigts frôlant les miens, un contact si bref, si anodin, mais qui a envoyé une décharge à travers moi. Et puis, elle a parlé. Sa voix était plus basse que ce que j'avais imaginé, un peu rauque, comme si les mots lui coûtaient un effort. « Je n'arrête pas de penser à vous depuis hier. » La phrase est restée en suspens, flottant dans l'air froid du couloir.
Mon cerveau a essayé de comprendre, de trouver une explication logique. Peut-être qu'elle me confondait avec quelqu'un d'autre, peut-être que je n'avais pas bien entendu. Mais son regard était direct, sans équivoque. Il y avait une sorte de désespoir fragile dans ses yeux, une vulnérabilité qui m'a désarmé. Puis elle a ajouté le reste, presque dans un souffle, comme un secret qu'on ne peut plus garder. Puis-je entrer? La question n'était pas une invitation à la séduction, mais plutôt un appel à l'aide, un besoin urgent de refuge. Sans réfléchir, je me suis écarté pour la laisser passer. Elle est entrée dans mon petit studio et l'espace s'est immédiatement senti différent. Plus petit et en même temps, plus plein. Elle a regardé autour d'elle, ses yeux balayant les toiles empilées, le désordre sur ma table, le lit défait dans le coin. Je me suis senti soudainement exposé, conscient de la pauvreté de mon existence. La tension était palpable. Je m'attendais à tout, à une explication, à des larmes, à quelque chose de dramatique. Mais elle s'est simplement tournée vers moi, ses mains légèrement tremblantes. « Je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît ?» C'était si simple, si décalé par rapport à l'intensité du moment que je n'ai pu qu'acquiescer bêtement. Je lui ai servi un verre avec l'eau du robinet. Elle l'a bu d'un trait comme si elle n'avait pas bu depuis des jours. C'est alors que son téléphone a sonné. La sonnerie était formelle, stridente. Un jingle d'entreprise qui a brisé le charme fragile de l'instant. C'était une intrusion violente d'un autre monde, son monde. Elle a sursauté comme si on l'avait surprise en pleine faute, sortant l'appareil de sa poche avec une précipitation paniquée. L'écran s'est allumé, illuminant son visage anxieux d'une lueur bleue et froide. Le nom Marcus s'affichait en lettres capitales. Rien que le nom sonnait autoritaire, définitif. Son expression s'est figée. Son masque de tristesse polie est revenu instantanément, effaçant la vulnérabilité que j'avais vue quelques secondes auparavant. Elle n'a pas répondu. Son pouce a glissé sur l'écran pour refuser l'appel, un geste rapide, presque furieux. Le silence est retombé, mais il était différent, souillé par cette intrusion. Mais avant que l'écran ne s'éteigne, j'ai vu autre chose, quelque chose qui a tout changé. À son annulaire gauche, une bague scintillait. Ce n'était pas une simple alliance. C'était un roc, un diamant énorme, d'une clarté parfaite, qui a capté la faible lumière de mon ampoule nue et l'a renvoyée en éclats froids et impersonnels sur le mur. La pierre était si grosse qu'elle semblait absurde, un accessoire de théâtre. Une bague qui valait probablement plus que tout ce que je possédais, plus que l'immeuble entier. Elle représentait une vie de luxe, de dîners de gala, de voitures avec chauffeur. Une vie qui n'avait absolument rien à voir avec des nouilles à emporter et un 6e étage sans ascenseur. La pierre semblait peser sur sa main, un rappel constant et glacial de la cage dorée dont elle venait, peut-être, de s'échapper pour un instant. Elle a glissé le téléphone dans sa poche comme si elle cachait une arme. « Je suis désolé », a-t-elle murmuré, sans me regarder. Mais le mot n'était pas pour l'appel manqué. Il était pour tout le reste, pour le diamant, pour le nom sur l'écran, pour le gouffre qui venait de s'ouvrir béant entre nous. Elle n'était plus seulement Hélène, la femme mystérieuse du café. Elle était la femme de Marcus, une femme riche, mariée. Et moi, j'étais Léo, le peintre fauché dans son atelier miteux. Toutes les règles non écrites de la société venaient de s'abattre sur nous dans le silence de mon petit appartement. La magie de la rencontre, la tension électrique, tout s'était évaporé pour être remplacé par le poids lourd et inconfortable du réel. Elle a posé le verre vide sur la table. Le bruit du verre sur le bois a résonné comme un coup de marteau, scellant le début de quelque chose de profondément interdit. Une semaine s'est écoulée. Une semaine de silence assourdissant où chaque son dans mon atelier semblait amplifié par son absence. Le verre d'eau vide qu'elle avait utilisé était toujours sur ma table, à côté de mes pinceaux sales. Je n'arrivais pas à le déplacer. C'était devenu une sorte de relique, la seule preuve tangible qu'elle avait bien été là, que je n'avais pas tout rêvé. J'essayais de peindre, mais chaque tentative se soldait par un échec. Mon esprit retournait sans cesse à cet instant sur le pas de la porte. Le flash du diamant, le nom Marcus sur l'écran, son murmure d'excuses. J'ai commandé à manger tous les soirs de la semaine, un rituel stupide et plein d'espoir. Mais ce n'était jamais elle. Chaque fois que le livreur n'était pas Hélène, une déception sourde et pesante s'installait dans ma poitrine. Sa brève visite n'avait pas comblé ma solitude. Elle l'avait creusée, lui donnant un visage et une nouvelle profondeur. Puis, une semaine plus tard,
Jour pour jour, la sonnerie de l'interphone a retenti. Mon cœur s'est emballé, un sursaut violent et irrationnel. Je me suis répété que c'était juste un autre livreur, une autre commande de nouilles, qu'il fallait arrêter d'espérer. Mais quand j'ai ouvert la porte, elle était là, Hélène, vêtue du même polo trop grand tenant un autre sac en papier qui embaumait le gingembre et la sauce soja. Cette fois, il n'y a pas eu de choc, seulement une tension calme, électrique, qui s'est immédiatement installée entre nous. Elle avait l'air fatiguée, des cernes discrets sous les yeux, mais elle m'a offert un petit sourire fragile. « On m'a assigné votre secteur », a-t-elle dit, sa voix à peine plus qu'un souffle. C'était un mensonge si évident que c'en était presque touchant. Nous savions tous les deux que les algorithmes de ces applications ne fonctionnaient pas comme ça. Mais c'était un beau mensonge, une permission que nous nous accordions mutuellement en silence. C'était le fil qu'elle me tendait, et je l'ai saisi sans la moindre hésitation. Ces conversations sur le palier sont devenues notre rituel. Quelques minutes volées à nos vies respectives, debout dans la lumière blafarde du couloir. Nous ne parlions jamais de choses importantes. La météo, les embouteillages monstres sur le périphérique, une nouvelle exposition dans une petite galerie devant laquelle elle était passée. C'était un bavardage anodin, une danse délicate autour de l'énorme non-dit qui vibrait entre nous. Mais ses yeux disaient tout ce que nos bouches taisaient. Ils s'attardèrent sur mon visage une fraction de seconde de trop. Ils s'adoucissaient quand je souriais. J'ai appris à déchiffrer la carte de ses expressions. Le léger froncement de ses sourcils quand elle réfléchissait, la façon dont le coin de sa bouche tressaillait, juste avant qu'elle ne s'autorise un vrai sourire. C'était une langue sans mots, une conversation qui se déroulait dans les silences. Chaque fois, refermer la porte après son départ me donnait l'impression d'une amputation, laissant un vide froid et palpable dans mon petit studio. Un soir, alors qu'elle s'appuyait nonchalamment contre le cadre de la porte, son regard a dérivé par-dessus mon épaule, à l'intérieur de l'atelier. Ses yeux se sont fixés sur le mur où j'épinglais mes inspirations, mes échecs, mes pensées confuses. Coincé entre une étude au fusain des mains d'un inconnu et une carte postale jaunie, il y avait une petite esquisse. C'était elle, son profil, tel que je l'avais mémorisé au café, le regard perdu à travers la vitre. Je l'avais dessiné de mémoire le lendemain de notre première rencontre, essayant désespérément de capturer le poids si particulier de sa solitude. J'ai retenu mon souffle, m'attendant à de la colère ou à de la gêne. Mais elle a simplement incliné la tête, un mouvement lent et délibéré. Un sourire a effleuré ses lèvres, mais il n'a pas atteint ses yeux. C'était un sourire triste et secret, un sourire de reconnaissance. Elle n'a pas dit un mot. Elle n'en avait pas besoin. À cet instant précis, elle a su que je la voyais. Pas seulement la femme élégante, mais la tristesse qu'elle portait comme un vêtement invisible. Le mur invisible entre nous a commencé à se fissurer, petit à petit. Un soir, l'air était plus frais et elle a frissonné sur le palier. La conversation durait plus longtemps que d'habitude. Puis, sans crier gare, elle m'a fait une confidence. « Mon mari m'achète une nouvelle voiture chaque année », a-t-elle murmuré, comme si les mots eux-mêmes étaient une trahison. Une Allemande toujours, rapide, parfaite, silencieuse. Elle a marqué une pause, baissant les yeux vers ses mains, faisant tourner l'énorme bague à son doigt. Mais ma vieille Renault 5 cabossée de l'université me manque. Elle a relevé la tête et son regard me suppliait de comprendre l'absurdité, le vide abyssal de son existence. Il ne s'agissait pas de la voiture. Il s'agissait d'une époque où elle n'était qu'une jeune femme avec une voiture abîmée, et non une acquisition de plus dans un garage aseptisé. C'était le premier vrai morceau d'elle-même qu'elle m'offrait. Ce petit secret étrange est resté en suspens entre nous bien après son départ. C'était la première parcelle authentique de sa vie qu'elle m'avait confiée. Une vérité fragile et précieuse, offerte à un peintre fauché du 6e étage. Cela a tout changé. Nous n'étions plus seulement un client et une livreuse engagés dans un jeu étrange. Nous étions deux personnes partageant une confidence. Ce mince fil de connexion, tissé à partir du souvenir d'une Renault cabossée, me semblait plus solide et plus réel que tout ce que j'avais connu depuis des années. Je me suis surpris à y penser en essayant de peindre, l'imaginant plus jeune, plus libre, conduisant dans les rues de Paris, les vitres baissées et la musique à fond. Cette confession l'avait rendue terriblement humaine,
balayant le mystère pour le remplacer par une douleur tangible que je ressentais désormais comme si c'était la mienne. C'était une intimité dangereuse, construite sur des murmures dans un couloir mal éclairé. Puis, il y a eu la nuit de l'orage. Le ciel parisien s'est déchiré. Une pluie battante s'abattait sur ma verrière, un martèlement incessant qui couvrait tous les bruits de la ville. Quand l'interphone a sonné, j'ai su que c'était elle. En ouvrant la porte, je l'ai découverte dans un état lamentable. Trempée jusqu'aux os, les cheveux collés au visage, elle grelottait de manière incontrôlable. L'uniforme bon marché lui collait à la peau, révélant sa silhouette frêle. L'eau de son pantalon formait une petite flaque sur mon paillasson. Pendant une seconde, nous nous sommes juste regardés, le fracas de l'orage remplissant le silence. Le prétexte habituel, le rituel du palier, était devenu impossible. Elle paraissait si petite, si vulnérable. Sans un mot, j'ai reculé et j'ai ouvert la porte en grand. « Entrez », ai-je dit. Ce n'était pas une question, c'était la seule chose logique à faire. Elle n'a hésité qu'un battement de cœur avant de franchir le seuil, emportant avec elle le froid et l'odeur du bitume mouillé dans mon espace chaud et désordonné. Je l'ai enveloppée dans ma plus vieille couverture, la plus douce, et je lui ai préparé une tasse de thé, le premier prix du supermarché. Elle s'est assise sur le bord de ma chaise la plus solide, serrant la tasse fumante à deux mains comme si c'était une bouée de sauvetage. La couverture élimée semblait absurde sur elle, contrastant violemment avec le luxe discret de sa montre, mais elle s'y est blottie plus profondément. Pour la première fois, elle était complètement à l'intérieur de mon monde. Son regard parcourait la pièce, s'arrêtant sur les toiles empilées contre les murs, les tubes de peinture éparpillés sur le sol, le lit défait dans un coin. Il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, seulement une curiosité silencieuse. Dans la lumière douce de ma seule lampe, avec la tempête qui faisait rage au dehors, elle semblait à sa place. La femme riche de Marcus avait disparu. Il ne restait qu'Hélène, une femme aux mains froides et au regard triste, trouvant refuge pour un instant dans le grenier d'un artiste. C'était terrifiant de voir à quel point cela semblait juste. Elle a tendu la main pour prendre la tasse de thé que j'avais posée sur la petite table à côté d'elle. En faisant ce geste, la manche de son uniforme, alourdie par la pluie, a glissé le long de son bras. Et je l'ai vue. Juste une seconde, mais l'image s'est gravée dans ma mémoire. Un bleu, une ecchymose sombre, une tache violacée et jaunâtre sur la peau pâle de son poignet. Elle était déjà en train de s'estomper, mais elle était indubitable. Ce n'était pas le genre de marque qu'on se fait en heurtant un coin de meuble. Elle avait la forme de doigts. Mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine. L'air de la pièce est devenu lourd, irrespirable. Elle a vu où je regardais. Aussitôt, d'un geste trop rapide, trop exercé, elle a rabattu sa manche, dissimulant la marque. Son visage était un masque de panique. Ses yeux écarquillés me suppliaient. Il me suppliait de ne pas poser de questions, de ne pas nommer le monstre qui vivait dans sa maison parfaite et silencieuse. J'ai détourné le regard, le fixant sur une fissure au plafond. Mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes, un tambour furieux et impuissant. 1000 questions hurlaient dans ma tête, mais je les ai toutes ravalées. Demander aurait été une violation, une profanation de la confiance fragile que nous avions bâtie. Cela aurait mis au grand jour une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter et que je n'avais aucun droit d'exiger. Alors, nous sommes restés assis là. Les seuls bruits étaient la pluie sur le toit et le faible bourdonnement de mon vieux frigo. Le silence était différent maintenant. Il n'était plus confortable. Il était empli de l'ombre d'un homme nommé Marcus, du poids glacial d'une bague en diamant, et de la vérité hideuse d'un bleu sur une peau fine. Le non-dit était devenu une troisième personne dans la pièce, une présence massive et menaçante qui s'était installée entre nous, rendant chaque respiration difficile. Et j'ai su à cet instant que ce n'était plus un simple flirt interdit. C'était quelque chose de bien plus dangereux. Le silence après la nuit de l'orage a duré 3 jours. 3 jours où je n'ai fait que fixer mes toiles, le souvenir de son poignet meurtri gravé derrière mes paupières. Puis mon téléphone a vibré sur la table en bois. Un numéro inconnu. C'était une photo, une sculpture de bronze dans un parc, une femme au visage tourmenté, figée sous une pluie fine. Le message en dessous était court, presque timide. J'ai vu ça en passant, ça m'a fait penser à vous. Mon cœur a cogné une fois fort dans ma poitrine. C'était elle, Hélène. Elle avait trouvé un autre moyen de franchir le seuil de ma porte, un moyen plus sûr, plus discret.
Elle n'était plus seulement la femme du palier, elle était devenue une notification lumineuse dans la pénombre de mon atelier. J'ai regardé la photo pendant de longues minutes, la tristesse du bronze se mêlant à la sienne dans mon esprit. C'était une conversation qui commençait sans mots, juste avec des images, un langage secret que nous inventions à l'instant même, un pont fragile jeté au-dessus du gouffre qui nous séparait. Ces messages sont devenus notre nouveau rituel, plus intime encore que nos rencontres sur le palier. Après les photos d'art de rue et de détails architecturaux, les mots ont commencé à venir. Tard le soir, quand la ville s'endormait enfin. Des phrases courtes, hésitantes. « Vous n'arrivez pas à dormir non plus ?» Un soir, elle a écrit « Parfois, le silence dans mon appartement est si lourd qu'il me semble pouvoir le toucher. » J'ai senti le poids de sa solitude à travers le petit écran froid. Sans réfléchir, j'ai répondu « Le mien est différent. Il est vide. Il attend d'être rempli. » C'était une confession dangereuse, une vérité que je n'avais jamais admise à voix haute. Nous étions deux solitudes qui se parlaient à travers la nuit parisienne, tapant des secrets sur un clavier, construisant une intimité faite de pixels et de non-dits. Chaque vibration de mon téléphone était une promesse, un murmure qui me disait que je n'étais pas le seul à me sentir perdu dans le silence. Une semaine plus tard, après la livraison habituelle, mon téléphone a sonné à peine 10 minutes après son départ. C'était elle. Sa voix était tendue, presque méconnaissable. « Léo, j'ai un problème. Ma voiture, elle ne démarre plus. Je suis en bas de chez vous. » L'excuse était si mince, si transparente, qu'elle en était presque touchante. Une femme qui possédait probablement une flotte de berlines allemandes impeccables, en panne dans une vieille citadine devant mon immeuble délabré. C'était un mensonge, nous le savions tous les deux, mais c'était aussi une invitation, un test. Elle me demandait de jouer le jeu, de prétendre que nous n'étions que deux personnes normales, dans une situation banale. Je n'ai pas hésité. Ne bougez pas, je descends. En raccrochant, j'ai su que nous étions sur le point de franchir une nouvelle ligne. Le palier ne suffisait plus. Nous avions besoin de plus de temps, même si ce temps devait être construit sur un prétexte fragile, comme du verre. Je l'ai trouvé dans la rue mal éclairée, debout à côté d'une petite voiture de location banale, le capot déjà ouvert. La lumière orange d'un lampadaire dessinait sa silhouette dans l'obscurité. L'air était froid, et je pouvais voir la buée de son souffle. « Je ne comprends pas, elle fonctionnait parfaitement tout à l'heure », a-t-elle dit sans me regarder. Je me suis penché au-dessus du moteur, feignant une compétence que je n'avais absolument pas. L'odeur de métal froid et d'huile s'est mêlée à son parfum, le jasmin. C'était subtil, presque imperceptible, mais c'était là, une bulle de luxe et de chaleur dans l'air glacial de la nuit. Nos épaules se sont frôlées. Un contact accidentel, fugace mais qui a suffi à arrêter ma respiration. L'électricité a parcouru mon bras. Dans cette obscurité, avec le bruit lointain de la ville comme seule musique, le monde s'est rétréci à cet espace minuscule sous un capot, à la chaleur de sa présence si proche de la mienne. Après quelques minutes de manipulations inutiles, j'ai dû admettre mon échec. Je suis désolé, je n'y connais rien. J'ai senti une vague de honte m'envahir, l'homme incapable de jouer son rôle traditionnel. Mais quand j'ai relevé les yeux vers elle, il n'y avait aucune déception sur son visage. Au contraire, elle semblait presque soulagée. « Ce n'est pas grave », a-t-elle murmuré. Elle ne semblait pas du tout se soucier de la voiture, ni de comment elle allait rentrer chez elle. Elle me regardait simplement, le moteur silencieux, la rue déserte, le mensonge qui nous avait amenés là, tout cela n'avait plus d'importance. La panne n'était pas le problème, c'était la solution. La solution pour voler quelques minutes de plus à nos vies respectives, pour rester ensemble dans cette parenthèse irréelle, loin de Marcus et de mes toiles blanches. Et dans son regard, j'ai compris qu'elle n'avait jamais voulu que je répare cette voiture. « On peut s'asseoir dedans une minute ? Il fait froid », a-t-elle suggéré. Nous nous sommes installés dans l'habitacle exigu. Le silence est retombé, mais il était différent, plus dense. Elle fixait le pare-brise, les reflets des lampadaires glissant sur ses traits. « Vous savez pourquoi j'ai commencé ce travail ?» a-t-elle demandé sans crier gare. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé continuer, pour disparaître, pour être personne. Juste un uniforme, un numéro de commande. Quand je suis dans cette voiture, je ne suis la femme de personne. Je ne suis pas Hélène. Je suis juste une fonction. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Elle m'offrait une nouvelle pièce du puzzle, la plus douloureuse jusqu'à présent.
La Cage Dorée n'était pas seulement un appartement luxueux, c'était son propre nom, sa propre identité. Et ses livraisons de nouilles à 10 € étaient sa seule évasion, sa seule façon de se sentir anonyme et, paradoxalement, réelle. J'ai tourné la tête vers elle et j'ai vu les larmes. Elle ne faisait aucun bruit, glissant silencieusement le long de ses joues dans la pénombre de la voiture. Elle ne faisait aucun effort pour les essuyer, comme si elle n'en avait plus la force. Elle pleurait pour la Renault 5 cabossée, pour son anonymat perdu, pour le bleu sur son poignet, pour le silence assourdissant de sa vie parfaite. Mon cœur s'est serré. J'étais paralysé. Chaque instinct en moi hurlait de la prendre dans mes bras, de lui dire que tout irait bien. Mais je n'étais personne. Je n'étais que le peintre du 6e étage, le destinataire de ses repas, le confident improbable de ses secrets. La toucher serait franchir une frontière invisible, la plus sacrée de toutes. Alors je suis resté là, les mains serrées sur mes genoux, écoutant le son de sa tristesse silencieuse, me sentant plus impuissant que jamais dans ma vie. Chaque larme qui tombait semblait creuser un peu plus le fossé entre nos deux mondes. Puis, je n'ai plus pu le supporter. Le besoin de faire quelque chose, n'importe quoi pour briser cette bulle de chagrin insoutenable, est devenu trop fort. Lentement, presque craintivement, j'ai tendu la main. Je n'ai pas cherché son visage, ni son épaule. J'ai simplement posé ma main sur la sienne, qui reposait inerte sur le levier de vitesse. Ce n'était pas un geste de séduction, c'était un geste humain. Un simple contact peau contre peau pour dire « Je suis là, je vous vois ». Mais au moment où nos doigts se sont touchés, une décharge a traversé la voiture. Un choc électrique, pur et violent. Sa peau était chaude, douce. J'ai senti ses doigts tressaillir sous les miens. Nos regards se sont enfin croisés dans l'obscurité. Le temps s'est arrêté. Il n'y avait plus de voiture, plus de rue, plus de Paris. Il n'y avait que ce contact, ce point de chaleur minuscule et incandescent qui brûlait toutes les règles, toutes les barrières, toute la raison. C'était la première fois que nous nous touchions vraiment. Et c'était une erreur magnifique. Aussi vite que le contact avait été établi, il a été rompu. Nous avons retiré nos mains en même temps, comme si le levier de vitesse était devenu brûlant. Le geste était simultané, instinctif, une panique partagée. Le silence qui a suivi était assourdissant, chargé d'une chose nouvelle et terrifiante. La culpabilité. Une culpabilité si lourde, si palpable, qu'elle semblait aspirer tout l'air de l'habitacle. Nous ne nous regardions plus. Je fixais mes mains, elle fixait la boîte à gants. La ligne avait été franchie. Ce n'était plus une histoire de regard, de secrets murmurés ou de textos nocturnes. C'était devenu réel. Ce simple contact avait tout changé, transformant notre jeu dangereux en quelque chose qui pouvait maintenant nous briser tous les deux. Sans un mot, elle a tourné la clé dans le contact. Le moteur a démarré au premier essai, son ronronnement régulier sonnant comme une insulte. Le mensonge était terminé. La parenthèse enchantée venait de se refermer brutalement. Le prétexte de la livraison a disparu. Lentement, naturellement, comme une feuille qui tombe d'un arbre en automne. Elle venait maintenant simplement. 2 fois par semaine, généralement le mardi et le jeudi soir, quand elle savait que son mari était à l'un de ses dîners d'affaires. Il n'y avait pas d'horaire fixe, pas de message pour prévenir. Je savais juste que je devais être là. L'atelier devenait une salle d'attente sacrée. Chaque bruit de pas dans l'escalier faisait sursauter mon cœur. C'était devenu notre secret, une routine silencieuse tissée dans le tissu de nos vies solitaires. Elle ne montait plus les 6 étages en tant que livreuse, mais en tant qu'Hélène. Et quand j'ouvrais la porte, ce n'était plus une transaction, mais une réunion. Un soulagement. Le monde extérieur, avec ses règles et ses jugements, s'arrêtait sur mon paillasson. Pour quelques heures, nous étions à l'abri dans notre parenthèse enchantée. Elle arrivait toujours avec quelque chose. Un sac d'une épicerie fine dont je n'oserais même pas franchir le seuil, contenant du fromage que je ne savais pas nommer, et une bouteille de vin dont le prix aurait pu payer mon loyer. Nous nous asseyions par terre, sur un vieux drap que j'utilisais pour protéger le plancher des taches de peinture, et nous faisions un pique-nique. Le contraste était presque comique. Le cristal fin de son verre à vin posé à côté d'un pot de térébenthine, l'odeur de truffe se mêlant à celle de l'huile de lin. Mais dans ce décalage, il y avait une harmonie étrange. C'était le point de rencontre de nos 2 univers, un terrain neutre où le luxe et la pauvreté perdaient tout leur sens.
Nous partagions du pain et du silence, et c'était plus nourrissant que n'importe quel repas que j'avais jamais pris. C'était notre communion silencieuse, un rituel qui n'appartenait qu'à nous. C'est là, sur ce sol poussiéreux, qu'elle a commencé à parler. Pas des voitures ou de la météo, mais de sa vie. Elle me racontait les dîners de gala, les sourires forcés, le vide glacial de son immense appartement haussmannien. Elle décrivait les conversations où personne n'écoutait vraiment, la solitude assourdissante au milieu d'une foule de gens riches et importants. Ces mots peignaient un tableau d'une tristesse exquise, une cage dorée dont les barreaux étaient faits d'attente et d'apparence. En retour, je lui montrais mes toiles. Pas seulement les techniques, mais les histoires derrière. Cette couleur pour la frustration, cette ligne brisée pour un espoir déçu. Je lui expliquais pourquoi je ne pouvais pas finir ce portrait, ce que je cherchais dans le regard de cet inconnu. Je lui donnais les clés de mon monde intérieur, un lieu que personne n'avait jamais visité auparavant. Dans ces moments, quelque chose de magique se produisait. Les étiquettes que le monde nous avait collées se décollaient. Elle n'était plus la femme de Marcus, l'épouse trophée d'un magnate de la technologie. Et je n'étais plus Léo, le peintre fauché qui mangeait des nouilles instantanées pour joindre les deux bouts. Nous étions juste Hélène et Léo, deux personnes assises par terre dans un atelier sous les toits de Paris, partageant des vérités silencieuses que nous ne pouvions confier à personne d'autre. C'était une intimité pure, dépouillée de tout artifice social. Elle ne voyait pas ma pauvreté, elle voyait ma passion. Je ne voyais pas sa richesse, je voyais sa douleur. Nous nous voyions l'un l'autre simplement, et dans cette reconnaissance mutuelle, nous trouvions un refuge que nous ne savions même pas chercher, un sentiment d'appartenance qui nous avait manqué toute notre vie. Un soir, alors que la lumière du crépuscule filtrait à travers la lucarne, elle s'est levée et s'est approchée d'une toile posée contre le mur. C'était une de mes premières esquisses d'elle, celle faite de mémoire après l'avoir vue au café. Une silhouette de profil, le regard perdu dans le vague. Elle est restée là un long moment sans bouger. Puis, très lentement, elle a tendu la main et a effleuré la surface rugueuse de la toile avec le bout de ses doigts. Le geste était d'une délicatesse infinie, comme si elle touchait une chose sacrée. Elle s'est tournée vers moi, les yeux brillants d'une émotion que je n'arrivais pas à déchiffrer. Sa voix n'était qu'un murmure, un souffle qui a traversé la pièce et a frappé mon cœur de plein fouet. « Tu me vois », a-t-elle dit. Le passage au tutoiement a brisé la dernière barrière entre nous. C'était plus intime qu'une déclaration d'amour. Le son de ce simple mot, « tu », a résonné dans le silence de l'atelier comme une détonation. Tout l'air a été aspiré de mes poumons. Je la regardais, debout près de ma toile, illuminée par les dernières lueurs du jour, et je me sentais complètement exposé, complètement compris. Les mots sont sortis de ma bouche avant même que j'aie eu le temps de les penser, une vérité brute et irrépressible. « Tu es la chose la plus réelle de ma vie », ai-je répondu. Ma voix était rauque, étranglée par l'émotion. C'était la confession la plus honnête que j'ai jamais faite. Dans mon existence faite de solitude et de toiles inachevées, sa présence, nos conversations, sa tristesse, tout en elle était devenu mon seul point d'ancrage, la seule chose qui semblait avoir du poids et du sens. Elle était ma réalité dans un monde de fantômes. C'était aussi simple et aussi terrifiant que ça. Elle a traversé les quelques pas qui nous séparaient. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans mes tempes. Je m'attendais à tout. Un baiser passionné, des larmes, une étreinte désespérée. Mais elle a fait quelque chose de bien plus dévastateur. Elle s'est penchée et a posé ses lèvres sur mon front. Le contact a duré 1 seconde, peut-être 2. C'était doux, chaud et d'une tendresse insupportable. Ce n'était pas un baiser de désir, mais un baiser de reconnaissance, de gratitude. Une bénédiction silencieuse. C'était le seul et unique baiser que nous ayons jamais échangé. Et dans sa chasteté, dans sa simplicité, il contenait toute la complexité de notre histoire, tout l'amour impossible, toute la douleur de ce qui ne pourrait jamais être. C'était un geste parfait, et il m'a brisé le cœur en 1000 morceaux. Après ça, nous nous sommes rassis par terre, mais quelque chose avait changé. L'air était différent, plus dense, vibrant d'une énergie nouvelle. Nous n'avons presque plus parlé. Nous n'en avions pas besoin. Le silence était devenu notre langage le plus éloquent. Nous sommes restés là, épaule contre épaule, à regarder la nuit tomber sur les toits de Paris,
buvant le reste du vin. Pendant 1 heure, peut-être 2, le temps a cessé d'exister. Il n'y avait plus de mari, plus de différence d'âge, plus de cage dorée ou d'atelier miteux. Il y avait juste cet instant parfait, cette bulle de bonheur fragile que nous avions créée contre toute attente. C'était un monde qui n'appartenait qu'à nous, un lot de paix au milieu de l'océan tumultueux de nos vies. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti complètement en paix. Mais même au cœur de cette perfection, nous le savions tous les deux. Nous savions que c'était une illusion, une parenthèse enchantée qui devait inévitablement se refermer. Cette conscience flottait entre nous, une ombre douce amère qui rendait chaque seconde passée ensemble encore plus précieuse et en même temps plus douloureuse. Chaque rire était teinté de la tristesse de sa propre finitude. Chaque regard partagé était un adieu silencieux. Nous étions comme 2 voleurs, dérobant des instants de bonheur à un destin qui finirait par nous rattraper. Et cette connaissance, cette certitude de la perte à venir, ne faisait qu'intensifier la beauté du moment présent. C'était un bonheur désespéré, magnifique dans sa fragilité, comme une fleur qui s'épanouit au bord d'un précipice, sachant qu'elle est condamnée à tomber. Quand elle est partie cette nuit-là, le son de la porte se refermant a été plus brutal que jamais. Le silence qui a suivi n'était plus vide, il était hanté par son absence. L'odeur de son parfum au jasmin flottait encore dans l'air, un fantôme de sa présence. J'ai regardé le verre de vin vide qu'elle avait laissé, la couverture pliée sur la chaise. Ces objets banals étaient devenus les reliques d'un moment sacré. Cette soirée avait tout changé. Nous avions atteint un sommet d'intimité si pur qu'il était impossible de l'ignorer ou de revenir en arrière. Nous étions allés trop loin dans notre monde secret. Et en m'asseyant seul dans l'obscurité, je savais, avec une certitude glaciale, que quelque chose d'aussi parfait ne pouvait pas durer. Nous venions de construire notre plus beau souvenir, et c'était probablement le début de la fin. Le changement a été subtil d'abord. Ces messages, d'habitude des pensées éparses qui s'étiraient tard dans la nuit, sont devenus plus courts, plus frénétiques. Des phrases hachées, tapées à la hâte. Je ne peux pas parler ce soir. Il est rentré plus tôt. Puis le silence. Un silence complet qui a duré 2 jours. 2 jours où mon téléphone est resté mort dans ma main. Une brique de verre et de métal qui ne vibrait plus de sa présence. Chaque heure qui passait creusait un peu plus le vide dans ma poitrine. La parenthèse enchantée que nous avions construite avec tant de soin semblait soudain fragile, menacée par un monde extérieur que nous avions tenté d'ignorer. Le silence n'était pas une absence, c'était une présence assourdissante, un cri d'alarme que je ne pouvais pas ignorer. Puis, au milieu du 3e jour, on a frappé à ma porte. Pas la sonnerie de l'interphone, mais des coups secs, urgents, directement sur le bois. C'était elle, Hélène. Elle n'avait pas son uniforme, juste un simple jean et un pull gris. Elle était pâle, ses yeux cernés par la panique. Elle est entrée sans un mot, poussant la porte derrière elle, et s'est adossée contre, comme pour empêcher le monde entier d'entrer. Elle respirait vite par petites saccades. Il se doute de quelque chose, a-t-elle haleté, sa voix un fil tremblant. Il n'arrête pas de me poser des questions. Où je vais, ce que je fais de mes soirées. Il a regardé l'historique de mes déplacements sur l'application. Chaque mot était un éclat de verre, coupant l'air de mon atelier, brisant la paix que nous y avions trouvée. La peur était devenue une 3e personne dans la pièce, et son visage était celui de Marcus. Elle n'est restée que 5 minutes, 5 minutes volées et terrifiée. Elle n'a pas voulu s'asseoir, n'a pas voulu boire quelque chose. Elle arpentait mon petit studio comme un animal en cage, ses mains tordant la lanière de son sac. « Je dois y aller, je ne peux pas rester. C'était stupide de venir. » Elle s'est arrêtée devant la porte, a posé sa main sur la poignée, puis s'est retournée vers moi. Son regard était un mélange de désespoir et d'excuses. « Léo, je suis désolée. » Elle n'a pas précisé pourquoi. Pour le danger, pour le silence, pour tout ce qui était en train de s'effondrer. Je n'ai rien su dire. Je suis resté là, paralysé, la regardant disparaître dans la cage d'escalier. Le son de ses pas précipités s'éloignant était le son de notre monde qui se désintégrait. Je l'ai regardé partir depuis ma fenêtre, une petite silhouette se hâtant dans la rue grise. Et c'est là que je l'ai vue, une berline noire, élégante et anonyme, avec des vitres si teintées qu'on ne pouvait pas voir à l'intérieur. Elle était garée de l'autre côté de la rue, à un endroit où personne ne se gare jamais. Elle n'avait pas de ticket de stationnement.
Alors qu'Hélène tournait au coin de la rue, la voiture a démarré sans un bruit. Son moteur un murmure menaçant. Elle n'a pas suivi Hélène, elle a juste fait le tour du pâté de maison, passant lentement, très lentement devant mon immeuble. Le conducteur était invisible, mais j'ai senti son regard sur moi, à travers les étages, à travers la vitre. Un frisson glacial a parcouru mon échine. Nous n'étions plus cachés. Nous avions été trouvés. Le lendemain matin, la confirmation est arrivée. Pas par un message ni un appel, mais par un email froid et impersonnel. L'objet était « Notification concernant votre compte ». Il provenait du service client de l'application de livraison. Quelques lignes de jargon administratif m'informaient que mon compte avait été désactivé de manière permanente pour violation des directives de la communauté. Aucune autre explication n'était fournie. C'était clinique, efficace et absolument brutal. Marcus n'avait pas eu besoin de se salir les mains. Il n'avait pas eu besoin de me menacer ou de me confronter. D'un simple clic, depuis son bureau luxueux, il avait sectionné le seul lien officiel qui nous unissait. Il venait de m'effacer, de rayer notre histoire d'un trait de plume numérique, me signifiant que je n'existais plus. Après l'email, ce fut le silence absolu. J'ai essayé de l'appeler, mais son numéro allait directement sur la messagerie vocale. J'ai envoyé des messages, mais ils restaient bloqués, marqués d'une petite note cruelle, non distribuée. Elle avait disparu, ou plutôt, on l'avait fait disparaître de ma vie. Ce n'était pas comme une rupture, où il y a des cris, des larmes, une explication. C'était une amputation. Une partie de moi avait été coupée, sans anesthésie. Les jours se sont étirés, vides et silencieux. L'atelier, notre sanctuaire, était devenu une tombe. Chaque objet me rappelait son absence. Le verre qu'elle avait utilisé, la couverture sur la chaise, les toiles qu'elle avait regardées. Le silence n'était plus une toile de fond, c'était le personnage principal, un monstre qui dévorait tout l'air, tous les souvenirs, tout l'espoir. Une semaine plus tard, en sortant chercher du pain, j'ai croisé Madame Dubois sur le palier. Elle m'a souri, son regard curieux mais bienveillant comme toujours. « Alors, jeune homme, on ne voit plus votre jolie amie ces temps-ci? Elle ne vous apporte plus à manger ?» La question était si innocente, si banale, qu'elle m'a frappé comme un coup de poing en pleine poitrine. Le souffle coupé, j'ai bredouillé une excuse vague, quelque chose à propos de son travail qui avait changé. Mais ces mots résonnaient en moi. Votre jolie amie. Pour le monde extérieur, pour cette vieille dame, c'est tout ce qu'elle était. Une visiteuse agréable. Personne ne pouvait savoir quelle était la chose la plus réelle de ma vie, que son absence avait transformé mon univers en un désert de solitude. La banalité de la question rendait la profondeur de ma perte encore plus insupportable. Je suis tombé dans un état de torpeur. La peinture était devenue impossible. Mes mains semblaient étrangères, incapables de tenir un pinceau. À quoi bon? Chaque couleur me rappelait ses yeux, chaque ligne, la courbe de son sourire. Mes toiles, qui avaient commencé à reprendre vie grâce à elle, sont redevenues ce qu'elles étaient avant. Des surfaces blanches et moqueuses. Je passais mes journées assis sur la chaise où elle s'était assise, à fixer la porte, m'attendant à moitié à l'entendre frapper. C'était une torture volontaire, une façon de me punir peut-être, ou simplement le seul moyen que j'avais de la garder un peu avec moi. L'obsession a remplacé l'inspiration. Son fantôme occupait chaque recoin de l'atelier, chaque pensée dans ma tête, me laissant vider de toute énergie, de toute volonté. La peur a commencé à ronger ma tristesse. Je repensais sans cesse à ce bleu sur son poignet, à la panique dans ses yeux quand elle m'avait parlé de Marcus. La berline noire dans la rue n'était pas seulement un avertissement pour moi, c'était une démonstration de contrôle sur elle. L'idée qu'elle puisse être en danger à cause de moi est devenue une angoisse physique, une boule permanente dans mon estomac. Notre parenthèse enchantée, notre refuge secret, avait peut-être été la chose la plus égoïste que j'ai jamais faite. J'avais voulu la sauver de sa solitude, mais je l'avais peut-être jetée dans la gueule du loup. La culpabilité était un poison lent qui s'infiltrait dans chaque souvenir heureux, le souillant d'une teinte sombre et amère. Notre histoire n'était plus une romance interdite. C'était une erreur aux conséquences potentiellement désastreuses. Les semaines sont devenues un mois de silence radio, un mois à regarder mon téléphone comme s'il allait miraculeusement reprendre vie. La connexion n'était plus menacée, elle était morte, anéantie. Il ne restait rien, pas même la possibilité d'un adieu. J'avais été effacé.
Notre monde secret, construit sur des murmures et des regards volés, avait implosé, ne laissant derrière lui qu'un cratère de silence et de regret. J'étais de retour à la case départ, seul dans mon atelier sous les toits. Mais c'était pire qu'avant. Avant Hélène, la solitude était une habitude, un état de fait. Maintenant, elle avait un visage. Elle avait le son de sa voix. Et la certitude glaciale que quelque chose d'irremplaçable, quelque chose qui m'avait fait me sentir vivant pour la première fois, avait été perdu pour toujours. Les semaines se sont écoulées, mais le temps n'avait plus de prise sur moi. Chaque jour était une répétition du précédent, un long couloir de silence et d'attente. L'obsession était devenue ma seule compagne, un poison doux qui me maintenait en vie tout en me rongeant de l'intérieur. Un soir, poussé par une impulsion que je ne pouvais ni nommer ni contrôler, j'ai pris ma vieille voiture et j'ai roulé. Sans destination précise, mais mes mains sur le volant semblaient savoir où aller. Je me suis retrouvé à Neuilly, longeant des rues bordées de hauts murs et de portails en fer forgé. J'ai ralenti devant une résidence sécurisée, un complexe de luxe impersonnel et menaçant. C'était son monde. En voyant cette forteresse silencieuse, une nausée m'a saisi, un mélange de honte et de vertige. Je n'avais rien à faire là. J'étais un intrus, un fantôme d'un autre monde. J'ai fait demi-tour brutalement, le bruit de mes pneus crissant sur l'asphalte propre, sonnant comme un blasphème. C'est sur le chemin du retour, alors que les lumières de Paris se rapprochaient, que la pleine mesure du danger m'a frappé. Ce n'était plus une histoire de cœur brisé. Le souvenir du bleu sur son poignet, la vision de la berline noire, la froide efficacité de l'email qui m'avait effacé de sa vie. Toutes ces pièces du puzzle se sont assemblées pour former une image terrifiante. Marcus n'était pas seulement un mari distant, c'était un homme de pouvoir, un homme qui contrôlait, qui possédait. Et j'avais été assez stupide, assez arrogant, pour croire que notre petite parenthèse enchantée pouvait exister sans conséquence. J'avais joué avec le feu, mais c'était elle qui risquait de se brûler. Notre refuge, mon atelier miteux, n'avait jamais été une protection. C'était une cible, et en l'invitant à y entrer, je l'avais mise en plein dans la ligne de mire, sans même m'en rendre compte. La colère que j'avais ressentie en étant ignoré, cette fierté blessée d'homme abandonné, s'est évaporée, remplacée par une peur glaciale et viscérale, une peur pour elle. Chaque jour de son silence n'était plus une insulte personnelle, mais un cri d'alarme potentiel. Était-elle en sécurité? Payait-elle le prix de nos quelques heures volées? L'imagination est devenue ma pire ennemie, peignant des scénarios sombres dans le silence de mon atelier. Mon chagrin s'est transformé en culpabilité. Je n'étais pas la victime de cette histoire. J'étais peut-être le catalyseur de son malheur. J'avais voulu être son confident, son échappatoire, mais je n'avais fait que resserrer les barreaux de sa cage dorée. Le poids de cette responsabilité était écrasant, bien plus lourd que ma propre solitude. Protéger ma propre douleur semblait soudain d'un égoïsme pathétique face au danger qu'elle pouvait courir. Je me suis retrouvé face à un choix impossible, un dilemme qui me tenait éveillé nuit après nuit. D'un côté, le désir primal de la retrouver, de forcer le passage, de m'assurer qu'elle allait bien. L'envie de me présenter à sa porte, de crier son nom, de briser le mur de silence que son mari avait érigé entre nous. Mais cette option était une bombe à retardement. La confronter, c'était l'exposer, c'était donner à Marcus la preuve dont il avait besoin. C'était potentiellement déclencher une catastrophe dont je ne pouvais même pas imaginer l'ampleur. De l'autre côté, il y avait le silence, l'acceptation, la laisser partir, laisser son monde l'engloutir à nouveau en espérant que mon absence la mettrait en sécurité. C'était un choix entre mon besoin de savoir et son besoin d'être protégé. Et pour la première fois, j'ai compris que l'amour, ou ce qui y ressemblait, signifiait parfois de choisir la perte. La décision a mûri lentement, douloureusement, au fil des nuits blanches. Pour la protéger, je devais faire exactement ce que son mari avait fait, mais pour des raisons diamétralement opposées. Je devais m'effacer, disparaître de sa vie aussi complètement qu'elle avait disparu de la mienne. Si j'étais la source du danger, alors je devais tarir cette source. C'était la seule chose que je pouvais lui offrir, le seul acte de dévotion silencieux qui restait à ma portée. Il ne s'agissait plus de notre histoire, mais de sa sécurité. L'idée était d'une ironie amère. Pour préserver le souvenir de notre connexion,
Je devais en anéantir toute trace, toute possibilité de futur. Je devais devenir un fantôme, un souvenir qu'elle pourrait peut-être garder en sécurité, mais qui ne pourrait plus jamais lui faire de mal. C'était une forme de suicide émotionnel, un renoncement total. Ce fut la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Chaque fibre de mon être hurlait contre cette décision. C'était un acte contre nature, un reniement de la seule chose qui m'avait fait me sentir vivant depuis des années. C'était comme se couper un bras pour éviter que la gangrène ne se propage. La douleur était physique, une pression constante dans ma poitrine, une difficulté à respirer. J'avais trouvé un sens dans son regard, une raison de me lever le matin dans l'attente de ses visites. Renoncer à cela, c'était accepter de retourner à une existence en noir et blanc, une solitude bien plus profonde et plus amère qu'avant, car maintenant, je savais ce que je perdais. Je savais ce que c'était que d'être vu par quelqu'un. Et choisir de redevenir invisible était une agonie silencieuse, un sacrifice que personne ne connaîtrait jamais. La décision prise, je l'ai traduite en acte. J'ai commencé à vider l'atelier. J'ai acheté des cartons et j'ai commencé à emballer mes toiles, ma vie. Chaque objet que je touchais était imprégné d'elle. Le vieux drap sur lequel nous avions fait nos pique-niques, la chaise où elle s'était assise, trempée par la pluie, les pots de peinture qu'elle avait regardés avec tant de curiosité. Démonter ce lieu, c'était comme profaner une église. Notre sanctuaire redevenait une simple pièce sous les toits, un espace vide et sans âme. J'ai trouvé un autre studio plus petit, moins cher, de l'autre côté de la ville, un endroit où elle n'avait jamais mis les pieds, un endroit sans fantôme. Partir n'était pas une fuite, c'était une amputation nécessaire. Je coupais les ponts, je brûlais la carte qui menait à notre monde secret, pour m'assurer que personne, et surtout pas elle, ne puisse jamais la retrouver. Avant de sceller le dernier carton, mon regard s'est posé sur le mur. Le petit croquis était toujours là, épinglé au-dessus de mon bureau. Son profil, dessiné de mémoire après notre rencontre au café. C'était le début de tout, le premier fragment de sa présence dans ma vie. Je l'ai décroché délicatement. Le papier était fin, fragile. Pendant un long moment, j'ai caressé les lignes de fusain avec mon pouce, me remémorant le poids de sa solitude ce jour-là. Puis je l'ai emporté jusqu'au vieil évier en émail. J'ai allumé un briquet. La flamme a d'abord léché le coin du papier, hésitante, puis elle a mordu, dévorant son visage, transformant ses cheveux, ses yeux, sa tristesse en une cendre noire et volatile. L'odeur de papier brûlé a empli la pièce. C'était un enterrement, le seul que nous aurions jamais. J'ai ouvert le robinet et j'ai regardé les derniers vestiges de notre histoire disparaître dans le siphon. Je la laissai partir. Les mots résonnaient dans le vide de mon crâne, dans le silence de l'atelier presque vide. Je la laissai partir. Ce n'était pas un acte de faiblesse, mais un acte de volonté. Le dernier est peut-être le seul véritable choix que j'avais fait dans toute cette histoire. En regardant les cendres disparaître, je n'ai pas ressenti de soulagement, ni de paix. Juste un vide immense, une absence si profonde qu'elle en devenait une présence. J'avais fait ce que je devais faire. Je l'avais protégée de moi, de nous. Mais en la sauvant, je m'étais condamné à revivre chaque jour le souvenir de ce que j'avais détruit. La parenthèse enchantée était refermée, et cette fois, je savais, avec une certitude absolue et glaciale, qu'elle ne s'ouvrirait plus jamais. J'étais seul à nouveau, mais c'était une solitude nouvelle, une solitude qui portait son nom. C'était ma dernière nuit dans l'atelier. Tout était dans des cartons. L'odeur familière de la térébenthine se mêlait maintenant à celle poussiéreuse du carton. Ma vie, empaquetée. Le plancher où nous avions fait nos pique-niques était nu, froid. Les murs, dépouillés de mes esquisses, laissaient voir des rectangles pâles là où les toiles s'étaient appuyées. L'espace était une coquille vide, une chambre d'écho pour les souvenirs. Je nous avais effacés, morceau par morceau. Le caractère définitif de cet acte était un poids physique dans ma poitrine. Dehors, le ciel virait au violet contusionné, l'air épais et lourd de la promesse d'un orage. Cela semblait approprié. Un enterrement en bonne et due forme pour notre petit monde. Je me suis assis par terre, entouré de fantômes, attendant que le matin vienne pour pouvoir enfin tourner la clé une dernière fois et m'éloigner du seul endroit où je m'étais jamais senti vraiment vu. C'était fini. Je m'en étais assuré. Les premières gouttes de pluie étaient grosses et bruyantes contre la verrière, comme des cailloux jetés du ciel.
Puis le vent s'est levé, un gémissement sourd qui a fait vibrer le vieux cadre de la fenêtre. Et puis avec un clignotement et un léger claquement, les lumières se sont éteintes. Tout l'immeuble a été plongé dans l'obscurité. Le bourdonnement familier du petit frigo, mon compagnon de toujours, s'est tu. Le silence qui a suivi était absolu, plus profond que tous les silences que j'avais connus ici. C'était un vide. Le seul son était celui de l'orage qui faisait rage dehors, une symphonie furieuse et chaotique qui semblait faire écho à la tempête en moi. J'étais assis dans le noir dans la coquille vide de notre sanctuaire, complètement et totalement seul. L'obscurité n'était pas seulement autour de moi. J'avais l'impression qu'elle s'était infiltrée à l'intérieur, remplissant chaque espace qu'elle avait autrefois occupé. C'était une présence physique, froide et suffocante. Dans cette obscurité totale, le sentiment d'échec était écrasant. Tous les doutes que j'avais repoussés sont revenus en force. Brûler cette esquisse était-il un acte de protection ou un acte de lâcheté? L'avais-je sauvé? Ou m'étais-je simplement épargné plus de douleur? Le vide de l'atelier n'était pas seulement l'absence de meubles, c'était l'absence de possibilités. J'avais eu un choix à faire entre mon désir et sa sécurité, et j'avais choisi sa sécurité. Je savais, logiquement, que c'était le seul choix possible. Mais mon cœur ne comprend pas la logique. Il ne comprend que la perte. Il hurlait son nom dans le vide. J'ai enroulé mes bras autour de mes genoux, essayant de me contenir, mais j'avais l'impression de me dissoudre dans les ombres, de devenir juste un autre fantôme dans cette pièce qui en était déjà pleine. C'était le prix de notre connexion, une solitude si profonde qu'elle ressemblait à la fin du monde. Et puis, quelque chose d'impossible s'est produit. Un unique faisceau de lumière a transpercé le noir. Il a balayé le mur du fond, une barre d'un blanc éclatant sur l'obscurité, illuminant les grains de poussière qui dansaient dans l'air. Ce n'était pas un éclair, c'était stable, délibéré. Il se déplaçait lentement, comme un projecteur, traçant un chemin de la porte à la fenêtre. Mon cœur s'est arrêté. J'ai retenu mon souffle, chaque nerf de mon corps soudainement en alerte. Le faisceau s'est attardé une seconde sur l'endroit où son portrait était accroché, un projecteur fantomatique sur un espace vide. Puis il a disparu, replongeant la pièce dans l'obscurité. Mais l'image était gravée sur mes rétines. Pendant un instant, il y avait eu de la lumière. Pendant un instant, quelque chose du monde extérieur avait pénétré dans ma tombe et m'avait touché. Le silence qui a suivi était différent. Il n'était plus vide. Il était rempli d'une question. J'ai rampé jusqu'à la fenêtre, mes mains trouvant leur chemin dans le noir. J'ai écarté le vieux rideau et j'ai regardé en bas, les 6 étages jusqu'à la rue. La pluie était un rideau d'argent sous les quelques lampadaires encore allumés. Et là, garé juste en face de mon immeuble, il y avait sa voiture. Pas une berline noire, pas une voiture de location quelconque. Sa voiture, celle qu'elle conduisait quand elle était juste Hélène. Le moteur était éteint, les phares étaient éteints. C'était juste une forme sombre sous la pluie, presque invisible. Mais je savais que c'était elle. Je reconnaîtrais cette silhouette n'importe où. Elle était là, dans ma rue, au milieu d'un orage. Après un mois de silence absolu, le monde a semblé basculer sur son axe. Chaque pensée rationnelle, chaque décision que j'avais prise s'est évaporée. Elle était là. C'était le seul fait qui comptait dans l'univers entier à cet instant. Elle n'est pas sortie. Je pouvais à peine distinguer sa forme derrière le volant, une ombre dans une ombre, la tête inclinée vers le haut, regardant vers ma fenêtre. Ma fenêtre. Elle me regardait, même si elle ne pouvait absolument pas me voir dans l'atelier plongé dans le noir. Mais elle savait que j'étais là. Elle le sentait, tout comme je la sentais. Nous étions séparés par 6 étages de béton et une rue luisante de pluie, mais à ce moment, la distance semblait inexistante. L'air entre nous crépitait de tout ce que nous n'avions jamais dit, de tout ce que nous ne pourrions jamais être. C'était une veillée silencieuse, un témoignage. Elle ne demandait rien. Elle n'exigeait pas de réponse. Elle ne faisait que témoigner de cette fin, ou peut-être refusait-elle que ce soit une fin. Nous sommes restés ainsi pendant ce qui a semblé une éternité, 2 silhouettes solitaires reliées par un fil invisible, au cœur d'un Paris endormi et battu par la tempête. Puis, un autre petit miracle. Une lumière minuscule et faible a fleuri à l'intérieur de la voiture, le plafonnier. Ce n'était pas une lumière vive, juste une lueur douce et chaude qui a éclairé l'habitacle, dessinant son visage en un doux relief. J'ai vu sa main bouger,
Et puis, avec un déclic imaginaire que mon cœur a entendu haut et fort, la porte passager s'est entr'ouverte, juste de quelques centimètres. Elle est restée là, entr'ouverte. Une fente sombre dans le métal strié de pluie. C'était le geste le plus subtil, presque insignifiant pour quiconque passerait par là. Mais pour moi, c'était un cri. C'était un feu d'artifice. C'était une déclaration. La pluie continuait de tomber, le vent de hurler, mais tout ce que je pouvais voir, c'était cette petite lumière fragile et cette porte ouverte. Un phare dans la tempête, un signe de ponctuation à la fin d'une phrase que je croyais déjà terminée. J'ai compris immédiatement. Ce n'était pas une invitation à dévaler les 6 étages et à sauter dans la voiture pour nous enfuir ensemble. Notre histoire n'allait jamais être une grande évasion cinématographique. Ce n'était pas une demande pour que je la choisisse au détriment de ma vie, ou pour qu'elle me choisisse au détriment de la sienne. C'était quelque chose de plus silencieux et d'infiniment plus profond. C'était un symbole. C'était une lumière dans mon obscurité, allumée au moment exact où je me sentais le plus perdu. C'était une porte, laissée ouverte, pour me montrer que la connexion que nous avions construite en secret n'avait pas été enfermée et oubliée. Elle me disait sans un seul mot que ce que nous avions eu était réel, que cela existait encore, que malgré les murs, les maris, le silence, certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent jamais être complètement refermées. Elle me rendait la seule chose que je pensais avoir perdue pour toujours, l'espoir. Elle n'est pas sortie de la voiture, et je ne suis pas descendu dans la rue. Nous sommes restés là, 2 personnes dans le noir, avec une porte ouverte entre nous, un pont silencieux jeté par-dessus un mois de silence et de peur. Le monde extérieur, avec ses orages et ses menaces, pouvait continuer sa fureur. Dans cette bulle de temps suspendue, il n'existait plus. Il n'y avait que la lueur fragile d'un plafonnier et la promesse d'une porte qui n'était pas fermée à clé. Je ne sais pas ce que demain nous apportera. Je ne sais pas si je la reverrai un jour, mais en cet instant cela n'avait aucune importance. Elle était là. Elle voyait mon obscurité et elle y avait allumé une lumière. Et pour la première fois depuis un mois, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau.